L'année 875 marque un tournant dans l'histoire des Vikings en Écosse. Sur les côtes balayées par les vents des îles Orcades, un homme va transformer ces terres rocheuses en l'un des territoires vikings les plus redoutés de toute l'Écosse. Son nom ? Sigurd Eysteinsson, qu'on appellera bientôt Sigurd le Puissant. Mais commençons par le début, car l'histoire de Sigurd ne peut se comprendre sans connaître le chaos qui règne alors en Scandinavie. En Norvège, le roi Harald à la belle chevelure vient de remporter la bataille décisive de Hafrsfjord. Cette victoire navale près de Stavanger change tout. Pour la première fois, les dizaines de petits royaumes norvégiens tombent sous l'autorité d'un seul homme. Harald ne se contente pas de gagner des batailles. Il impose sa volonté de fer sur chaque chef qui ose lui résister. Les jarls et les chefs vikings qui refusent de plier le genou ont deux options, mourir ou partir. Beaucoup choisissent l'exil. Ils embarquent sur leur drakkar et mettent le cap vers l'ouest, vers ces îles mystérieuses dont parlent les marins. Les Orcades, les Shetland, les Hébrides deviennent des refuges pour ces guerriers fiers qui préfèrent régner sur des rochers perdus plutôt que de s'agenouiller devant Harald. Le problème, c'est que ces exilés ne se contentent pas de cultiver la terre et de pêcher le hareng. Ils organisent des raids dévastateurs contre la Norvège. Leurs drakkars surgissent de la brume, pillent les côtes norvégiennes et disparaissent avant qu'on ait pu réagir. Pour Harald, c'est intolérable. Ces îles deviennent une épine dans son pied, un nid de guêpes qu'il faut détruire. Harald prépare donc une expédition punitive. Il rassemble sa flotte et met le cap vers l'ouest. Avec lui navigue Rögnvald Eysteinsson, jarl de Möre, l'un de ses plus fidèles alliés. Rögnvald a déjà prouvé sa valeur au combat, mais cette campagne va lui coûter cher. Son fils Ivar tombe au combat pendant la conquête des Orcades. Le jeune homme meurt en défendant les côtes norvégiennes contre ces pirates qui utilisent les îles comme base. Harald comprend qu'il doit quelque chose à Rögnvald. La perte d'un fils est un prix terrible, même pour un jarl habitué aux horreurs de la guerre. Le roi offre donc les Orcades et les Shetland à Rögnvald en compensation. C'est un cadeau empoisonné. Régner sur ces îles sauvages, peuplées de vikings rebelles et de pictes hostiles, n'a rien d'une sinécure. Rögnvald le sait. Il est assez sage pour comprendre que gouverner ces terres lointaines depuis la Norvège serait impossible. Il propose alors que son frère cadet Sigurd prenne sa place. Harald accepte. Il nomme Sigurd jarl des Orcades et des Shetland avant de repartir vers la Norvège, laissant le jeune guerrier se débrouiller avec son nouveau domaine. Sigurd est le fils d'Eystein Glumra, jarl d'Uppland, et le frère cadet de Rögnvald. Dans une société où l'aîné hérite de tout, être le cadet signifie souvent qu'il faut se tailler son propre destin à la pointe de l'épée. Sigurd a passé sa jeunesse dans l'ombre de son frère brillant, servant sur les drakkars de Harald, se battant lors de l'unification de la Norvège. Il a appris la guerre sur le tas, dans la puanteur du sang et le fracas des boucliers qui s'entrechoquent. Maintenant, à presque 30 ans, Sigurd a enfin sa chance. Les Orcades ne sont pas un royaume prestigieux, loin de là. Ce sont des îles venteuses où la pluie tombe presque sans arrêt, où la terre est pauvre et les hivers interminables. Mais pour Sigurd, c'est l'opportunité de sa vie. Il peut enfin sortir de l'ombre de Rögnvald et se faire un nom. Les premiers mois sont difficiles. Les Vikings qui occupent les îles n'ont aucune envie de reconnaître l'autorité de ce nouveau jarl envoyé par Harald. Beaucoup sont justement venus ici pour échapper à ce roi. Sigurd doit imposer son autorité par la force. Il bat plusieurs chefs locaux, brûle des fermes, prend des otages. C'est brutal, mais efficace. Petit à petit, les guerriers des Orcades comprennent qu'ils ont intérêt à collaborer plutôt qu'à résister. Sigurd se révèle rapidement comme un chef hors du commun. Il ne se contente pas de régner depuis une grande salle en buvant de l'hydromel. Il participe personnellement aux raids, combat au premier rang, partage le butin équitablement. Les guerriers vikings respectent ça. Ils suivent un chef qui prend les mêmes risques qu'eux, qui a les mêmes cicatrices, qui connaît la même peur avant la bataille. Mais Sigurd comprend aussi qu'il ne peut pas se contenter des Orcades. Ces îles sont trop petites, trop pauvres pour nourrir ses ambitions. Juste en face, à quelques heures de navigation, s'étend l'Écosse. Le nord de cette terre est faiblement défendu, peuplé de Pictes et de Scots,
qui se battent entre eux autant qu'ils combattent les envahisseurs. C'est une proie tentante. Sigurd ne veut pas attaquer l'Écosse seul. Il cherche des alliés, d'autres chefs vikings qui partagent son ambition. C'est ainsi qu'il rencontre Thorstein le Rouge, et cette rencontre va changer le cours de l'histoire du nord de l'Écosse. Thorstein n'est pas n'importe qui. C'est le fils d'Olaf le Blanc, l'un des rois vikings les plus puissants d'Irlande. Olaf a régné sur Dublin et sur une grande partie de la Northumbrie pendant des décennies. Il a bâti un véritable empire maritime contrôlant les routes commerciales entre la Scandinavie et l'Irlande. Les marchands tremblent quand ils entendent son nom. Les rois scots et irlandais paient tribut pour qu'ils ne ravagent pas leurs terres. La mère de Thorstein, Aude la Très-Sage, est elle aussi une figure légendaire. Après la mort d'Olaf, elle organise l'une des plus grandes migrations vikings vers l'Islande, emmenant avec elle toute sa famille et ses serviteurs. Elle fonde des colonies, distribue des terres, devient l'une des matriarches les plus respectées de l'ère viking. Thorstein a donc du sang royal dans les veines et l'héritage de deux légendes vivantes. Quand Sigurd et Thorstein se rencontrent, probablement lors d'un grand rassemblement de chefs vikings dans les Hébrides, ils reconnaissent immédiatement en l'autre un esprit similaire. Tous deux sont des cadets qui ont quelque chose à prouver. Tous deux regardent vers l'Écosse avec des yeux gourmands. Tous deux ont assez d'hommes et de navires pour tenter quelque chose d'ambitieux. Ils scellent leur alliance par les serments traditionnels. Du sang est mélangé, des anneaux sont échangés, des promesses sont faites devant témoins. Désormais, ils sont liés. Ce que l'un conquiert, l'autre le défend. Ce que l'un gagne, l'autre en profite. L'alliance entre Sigurd et Thorstein est redoutable. Sigurd apporte sa connaissance du terrain, ses bases dans les Orcades, sa réputation grandissante de guerrier féroce. Thorstein apporte ses connexions en Irlande, ses richesses, l'aura terrifiante du nom de son père. Ensemble, ils rassemblent une flotte imposante. Les dracars se concentrent dans les ports des Orcades. Les guerriers affluent de partout, attirés par la promesse de butin et de gloire. On parle de terres fertiles en Écosse, de monastères remplis d'or, de rois scots trop faibles pour se défendre. Pour des Vikings toujours en quête de richesse et d'aventure, c'est irrésistible. Au printemps, quand les mers deviennent navigables, la flotte met les voiles. Les navires traversent le Pentland Firth, ce détroit perfide qui sépare les Orcades de l'Écosse. Les courants sont traîtres, les vagues hautes, mais les Vikings sont des marins exceptionnels. Ils arrivent sur les côtes du Caithness, alors que les Scots ne s'attendent pas à une invasion d'une telle ampleur. Le Caithness est la pointe nord-est de l'Écosse, une région de landes désolées et de côtes découpées. Les Pictes y vivent depuis des siècles, dans leurs forteresses de pierre, élevant du bétail et cultivant l'orge. Ils ne sont pas préparés à affronter des centaines de guerriers vikings débarquant simultanément sur plusieurs plages. Sigurd et Thorstein utilisent la tactique viking classique. Ils frappent vite, fort, et là où on ne les attend pas. Ils brûlent les villages qui résistent, prennent en otage les familles des chefs locaux, offrent des termes généreux à ceux qui se soumettent. En quelques semaines, le Caithness tombe sous leur contrôle. Les habitants se rendent compte qu'il vaut mieux payer tribut et vivre que de résister et mourir. Mais Sigurd et Thorstein ne s'arrêtent pas là. Enhardis par leur succès, ils poussent vers le sud. Le Sutherland, cette région qui porte ironiquement le nom de Terre du Sud, car les Vikings des Orcades la considéraient comme méridionale, tombe à son tour. Les forteresses pictes résistent un temps, mais les Vikings maîtrisent l'art du siège. Ils affament les défenseurs, sapent les murailles, lancent des assauts répétés jusqu'à ce que la résistance s'effondre. Selon certaines sources, Sigurd et Thorstein conquièrent même des parties du Moray et du Ross, s'enfonçant profondément en territoire écossais. Si ces récits sont vrais, alors leur campagne est l'une des plus réussies de toute l'histoire viking en Écosse. Ils taillent un véritable royaume dans le nord, un territoire qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Sigurd établit sa principale forteresse au sud du Moray. C'est une position stratégique, suffisamment au sud pour contrôler les terres conquises, suffisamment au nord pour pouvoir se replier rapidement vers les Orcades si nécessaire. De là, il gouverne comme un roi, même si officiellement il reste jarl sous l'autorité lointaine de Harald de Norvège. Les années qui suivent sont prospères.
Les Vikings s'installent, prennent des femmes pictes, fondent des familles. La culture nordique se mélange aux traditions locales. Des mots scandinaves entrent dans la langue locale. Des techniques agricoles norvégiennes transforment les méthodes de culture. Les Orcades deviennent un carrefour entre deux mondes, ni tout à fait scandinaves, ni tout à fait écossais. Sigurd devient riche. Les tribus affluent, les raids rapportent de l'or et des esclaves, le commerce se développe. Sa réputation grandit. On l'appelle maintenant Sigurd le Puissant, Sigurd le Conquérant. Les bardes chantent ses exploits dans les grandes salles. Les jeunes guerriers rêvent de servir sous ses ordres. Mais cette prospérité attire aussi l'attention. Les chefs Scots regardent avec inquiétude cette présence viking qui s'étend inexorablement. Parmi eux, un homme en particulier refuse d'accepter la domination nordique, Maelbricht, Mormaer du Moray. Maelbricht n'est pas un adversaire ordinaire. C'est un Mormaer, l'équivalent écossais d'un comte ou d'un jarl. Il gouverne le Moray, une région fertile et stratégique du nord de l'Écosse. Mais ce n'est pas son titre qui le rend célèbre, c'est son apparence physique distinctive. Maelbricht a reçu le surnom de la dent, ou dent de cheval, à cause d'une particularité physique frappante. Une de ses canines supérieures pousse anormalement, proéminente, dépassant largement de ses lèvres même quand sa bouche est fermée. Cette dent lui donne un aspect féroce, presque animal. Les guerriers Scots racontent que cette dent porte chance au combat, qu'elle est le signe que les dieux anciens protègent Maelbricht. Personne ne se moque de cette dent devant Maelbricht. C'est un guerrier redoutable qui a tué de nombreux ennemis au combat. Sa réputation d'homme violent et impitoyable le précède partout. Les Vikings qui ont combattu contre lui rapportent qu'il ne recule jamais, qu'il charge toujours en première ligne, hurlant des malédictions en gaélique, sa longue épée tournoyant comme une faux dans le blé. Maelbricht voit l'expansion de Sigurd comme une menace existentielle. Les Vikings ne se contentent plus de raids éclairs. Ils s'installent, construisent des forteresses, revendiquent des terres. Si cette tendance continue, les Scots seront chassés de leur propre territoire, réduits en esclavage ou forcés de payer tribut à des envahisseurs païens. Pendant des mois, Maelbricht rassemble ses forces. Il envoie des messagers aux autres Mormaer, aux petits rois Scots, à tous ceux qui ont des raisons de craindre ou de haïr les Vikings. Il promet richesse et terre à ceux qui le rejoindront. Il fait appel à l'orgueil Scots, à la défense de la terre ancestrale, à la résistance contre les envahisseurs du Nord. La réponse est mitigée. Certains chefs Scots acceptent de l'aider, envoyant des guerriers et des provisions. D'autres préfèrent attendre, voir qui va gagner avant de choisir un camp. D'autres encore ont déjà fait leur paix avec Sigurd et n'ont aucune envie de rouvrir les hostilités. Le monde médiéval est complexe. Les alliances sont fluides et la loyauté envers son peuple compte souvent moins que l'intérêt personnel. Sigurd est parfaitement conscient de la menace que représente Maelbricht. Ses espions lui rapportent les mouvements de troupes, les rassemblements de guerriers, les forges qui travaillent nuit et jour pour produire des armes. Une confrontation est inévitable. Les deux hommes le savent. La question n'est pas de savoir s'ils vont se battre, mais quand et où. Les raids se multiplient des deux côtés. Les guerriers de Maelbricht attaquent des fermes vikings isolées, tuent les hommes, brûlent les récoltes. Les Vikings ripostent en ravageant des villages scots, prenant du bétail, massacrant ceux qui résistent. C'est une guerre d'usure brutale, où les populations civiles paient le prix le plus lourd. Les tensions atteignent un point de rupture quand les hommes de Maelbricht tendent une embuscade à un groupe de Vikings qui revenaient d'un raid. La bataille est courte mais sanglante. Les Vikings sont pris par surprise dans un défilé étroit. Les Scots les écrasent sous une pluie de flèches et de pierres, lancées depuis les hauteurs. Seulement 3 Vikings survivent pour raconter le massacre. Quand Sigurd apprend la nouvelle, sa colère est terrible. Il jure par Odin et Thor qu'il fera payer à Maelbricht cette trahison. Ses conseillers tentent de le calmer, lui suggèrent d'envoyer une ambassade, de chercher un arrangement. Mais Sigurd est au-delà de la diplomatie. Il veut la tête de Maelbricht sur une pique. Les messagers vont et viennent pendant des semaines. Finalement, un accord est trouvé pour éviter une guerre totale qui épuiserait les deux camps. Sigurd et Maelbricht vont régler leurs différends par un combat singulier, ou plutôt un combat de champions. Chacun amènera 40 de ses meilleurs guerriers.
Ils se rencontreront à un endroit convenu, loin des villes et des villages. Le vainqueur prendra tout, les terres, les tribus, la suprématie sur le nord de l'Écosse. C'est une pratique courante à l'époque. Plutôt que de lancer des armées entières dans des batailles destructrices, les chefs préfèrent parfois ces combats limités. C'est plus rapide, moins coûteux, et ça évite de décimer des populations qu'on aura besoin de gouverner après la victoire. Les deux camps se préparent intensément. Sigurd choisit ses 40 meilleurs guerriers, des hommes qui ont combattu à ses côtés pendant des années, des vétérans couverts de cicatrices qui connaissent chaque technique de combat viking. Il fait vérifier leur équipement, réparer leurs cottes de mailles, aiguiser leurs épées jusqu'à ce qu'elles puissent couper un cheveu en vol. Maelbricht fait de même. Il sélectionne les champions des clans Scots, des guerriers qui ont prouvé leur valeur dans d'innombrables batailles contre les Pictes, les Vikings et entre clans rivaux. Ce sont des hommes durs, habitués à combattre dans les landes détrempées et les forêts sombres de l'Écosse. La date et le lieu sont fixés. Un champ ouvert près de la rivière Oikel, à la limite entre les territoires contrôlés par Sigurd et ceux du Moray. C'est un terrain neutre, sans avantage tactique pour aucun des deux camps. Le terrain est plat, herbeux, parfait pour un combat à pied. La veille de la bataille, Sigurd réunit ses conseillers dans sa tente. Il étudie la situation, évalue ses chances. 40 contre 40, c'est équilibré. Trop équilibré au goût de Sigurd. Il a passé sa vie à conquérir des terres, à bâtir un royaume. Il ne va pas tout risquer sur un coup de dés équitable. L'un de ses conseillers, un vieux guerrier rusé qui a survécu à 30 ans de combat, suggère une solution. Pourquoi respecter un accord fait avec des Scots? Ce sont des ennemis, des païens chrétiens qui ont abandonné les vrais dieux. Un serment fait à un Scot n'a pas de valeur sacrée. Et puis, Maelbricht lui-même n'aurait-il pas triché si l'occasion s'était présentée? Sigurd réfléchit. Il connaît les conséquences d'une trahison. Sa réputation en souffrira. Les autres chefs vikings pourraient hésiter à lui faire confiance. Les Scots auront une raison supplémentaire de le haïr. Mais d'un autre côté, la victoire effacera ces considérations. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Si Sigurd gagne, personne n'osera contester ses méthodes. Il prend sa décision. Au lieu de 40 guerriers, il en amènera 80. C'est risqué. Car Maelbricht pourrait s'en apercevoir et annuler le combat. Il faut donc être malin. Sigurd ordonne que chaque paire de guerriers monte sur le même cheval. De loin, on ne verra que 40 chevaux, donc 40 guerriers. C'est seulement quand ils seront proches que la supercherie sera révélée, et à ce moment-là, il sera trop tard pour Maelbricht. Le matin de la bataille arrive. Le ciel est gris, typique du nord de l'Écosse. Une bruine fine tombe, rendant le sol glissant. Les Vikings chargent leurs chevaux, vérifient leurs armes une dernière fois. 2 hommes par cheval, comme prévu. Vus de loin, ils ressemblent exactement à une troupe de 40 cavaliers. La colonne viking avance vers le lieu de rendez-vous. En tête, Sigurd sur son destrier gris, sa bannière déployée. Derrière lui, les 40 chevaux en formation serrée. Les Vikings chantent en chevauchant. Des chants de guerre qui parlent de gloire et de Valhalla, qui donnent du courage et terrifient l'ennemi. De l'autre côté du champ, Maelbricht et ses 40 guerriers attendent. Le Mormaer Scott se tient debout, appuyé sur sa longue épée, sa dent proéminente visible même de loin. Il porte une cotte de mailles rouillée mais solide, un casque simple sans décoration. Ces hommes forment un demi-cercle derrière lui, leur bouclier rond peint de motifs tribaux scots. Quand la colonne viking approche, Maelbricht plisse les yeux. Quelque chose ne va pas. Les chevaux semblent trop chargés. Il voit des ombres bizarres, des mouvements qui ne correspondent pas. Et puis, soudain, la vérité lui saute aux yeux. Il y a 2 paires de jambes de chaque côté de chaque cheval. Maelbricht hurle un avertissement à ses hommes. « Sigurd nous a trompés. Je vois 2 hommes sur chaque cheval. Ils sont 80, pas 40. » Les guerriers scots se figent. Certains veulent fuir immédiatement. D'autres, plus braves ou plus stupides, veulent se battre malgré l'infériorité numérique. Maelbricht fait le calcul rapidement. S'ils fuyaient maintenant, ils seront rattrapés et massacrés par les cavaliers vikings. Au moins, s'ils se battent, ils ont une chance de vendre chèrement leur peau, peut-être même d'emporter quelques vikings avec eux dans la mort. Le Mormaer lève son épée vers le ciel et crie « Mes frères, nous avons été trahis, mais nous mourrons en guerriers. Que nos noms résonnent dans les grandes salles.
Que nos fils se souviennent que nous ne sommes pas morts en lâches. » Les Scots poussent leur cri de guerre, un hurlement guttural qui fait écho dans la plaine. Ils forment un mur de boucliers compact, se préparant à encaisser la charge viking. C'est leur seul espoir, résister assez longtemps pour infliger des pertes sévères, peut-être même tuer Sigurd dans la mêlée. Les Vikings se déploient. La moitié des guerriers descendent de cheval, formant 2 groupes. La cavalerie chargera de front, pendant que l'infanterie prendra les Scots à revers. C'est une manœuvre classique, dévastatrice contre un ennemi immobile. Les Scots vont être pris en tenaille, écrasés entre 2 forces. Sigurd donne le signal. Les cavaliers éperons n'ont leur monture. 40 chevaux chargent au galop, faisant trembler le sol. Les Vikings hurlent, frappent leurs boucliers avec leurs épées, créent un vacarme terrifiant. C'est une tactique psychologique autant que physique. Beaucoup d'ennemis rompent leur formation avant même le contact, terrifiés par cette masse de chevaux et d'acier fonçant sur eux. Mais les Scots tiennent bon. Le mur de boucliers absorbe le choc initial. Des chevaux s'effondrent, empalés sur les lances Scots. Des Vikings tombent, projetés de leur selle. Mais le nombre fait la différence. Les guerriers à pied vikings arrivent sur les flancs Scots, attaquant le mur de boucliers par les côtés où il est le plus faible. La bataille devient un carnage. Les Scots se battent avec le courage du désespoir. Ils savent qu'ils vont mourir, alors ils vendent leur vie le plus cher possible. Maelbricht est partout, sa grande épée fauchant les Vikings comme du grain. Il tue 3, 4, 5 hommes. Son armure est couverte de sang. Son bouclier est réduit en miettes, mais il continue à se battre. Les Vikings respectent ce genre de courage. Même au milieu de la bataille, ils reconnaissent un véritable guerrier quand ils en voient un. Plusieurs tentent de capturer Maelbricht vivant plutôt que de le tuer, voulant épargner un ennemi si brave. Mais le Mormaer Scott refuse de se rendre. Il préfère mourir l'épée à la main plutôt que d'accepter la honte de la capture. Finalement, l'inévitable arrive. Submergé par le nombre, épuisé par le combat, Maelbricht tombe sous les coups combinés de plusieurs Vikings. Une hache lui tranche la jambe. Il s'effondre. Une épée lui transperce le flanc. Il crache du sang mais tente encore de se relever. Finalement, un guerrier viking le décapite d'un coup puissant. En quelques minutes, c'est fini. Les 40 guerriers Scots sont morts. Pas un seul n'a survécu. Ils ont tenu leur promesse de mourir en combattant. Les Vikings ont aussi payé le prix. Une dizaine sont morts, beaucoup d'autres sont blessés. Même avec leur supériorité numérique de 2 contre 1, ils ont souffert. Sigurd descend de cheval et marche parmi les cadavres. Il cherche le corps de Maelbricht, le trouve rapidement reconnaissable à sa dent distinctive. Le Jarl viking ordonne qu'on décapite proprement le Mormaer s'il ne l'est pas déjà. Il veut la tête comme trophée, comme preuve de sa victoire. C'est une coutume celte ancienne adoptée par les Vikings. Décapiter ses ennemis vaincus et exposer leur tête. Cela sert plusieurs objectifs. C'est une démonstration de puissance, un avertissement pour les ennemis futurs. C'est aussi une façon d'empêcher le guerrier mort de se venger depuis l'au-delà. Et puis, pratiquement, c'est une preuve irréfutable de la mort d'un ennemi important. Sigurd fait attacher la tête de Maelbricht à sa selle. La dent proéminente du Mormaer Scott est toujours visible, sortant de la bouche morte. C'est un trophée macabre mais impressionnant. Quand Sigurd reviendra aux Orcades, tout le monde verra qu'il a vaincu le redoutable Maelbricht la Dente. Les Vikings chargent les corps de leurs morts sur des chevaux. Ils abandonneront les Scots aux corbeaux, mais ils ramèneront leurs frères pour des funérailles appropriées. Les blessés sont pansés du mieux possible avec les moyens du bord. Puis la colonne se met en route vers le nord, vers les forteresses de Sigurd. Les guerriers sont contents. Ils ont gagné comme prévu. Certes, Sigurd a triché, mais c'était malin. Pourquoi risquer une défaite équitable quand on peut assurer une victoire certaine? Les Vikings ne sont pas chevaleresques dans le sens médiéval européen. Pour eux, gagner est ce qui compte, pas la méthode. L'honneur consiste à être courageux au combat, à tenir ses serments envers ses compagnons, à traiter ses alliés avec loyauté. Les ennemis, ils ne méritent que la mort ou la soumission. Sigurd chevauche en tête, fier de sa victoire. Dans sa tête, il planifie déjà les prochaines étapes. Avec Maelbricht mort, le Moret va tomber dans le chaos.
C'est le moment idéal pour étendre son contrôle, prendre des terres supplémentaires, établir son autorité sur des régions qui résistaient jusqu'à présent. Il ne sait pas que la tête qu'il a attachée à sa selle est en train de devenir son pire ennemi. Le voyage de retour devrait être un moment de triomphe. Les Vikings chantent des chansons célébrant leur victoire. Ils imaginent déjà les festins qui les attendent, la bière qui coulera à flots, les bardes qui chanteront leurs exploits. Sigurd sera acclamé comme le vainqueur de Maelbricht, le conquérant définitif du nord de l'Écosse. La tête de Maelbricht se balance au rythme du galop, attachée solidement à la selle par une corde. Le visage mort est figé dans un rictus, la dent proéminente encore plus visible maintenant que les lèvres se sont rétractées. Les mouches commencent à se rassembler, attirées par l'odeur de la mort. Sigurd ne prête pas beaucoup d'attention à ce trophée macabre. Il est habitué à côtoyer la mort, à voir des cadavres, à sentir l'odeur du sang et de la chair en décomposition. Après des décennies de guerre, on devient insensible à ces horreurs. Mais alors qu'il chevauche à travers les landes du Sutherland, Sigurd sent une irritation à sa jambe droite. Ce n'est qu'une petite sensation désagréable, comme si quelque chose frottait contre sa peau. Il ne s'en inquiète pas, outre mesure. Après une bataille, il est normal d'avoir des bleus, des éraflures, des courbatures partout. Ce que Sigurd ne réalise pas, c'est que chaque fois que son cheval fait un pas, la tête de Maelbricht se balance légèrement. Et à chaque balancement, cette dent proéminente, cette dent qui a donné son surnom au Mormaer Scott, gratte contre le mollet de Sigurd. C'est un contact minime, presque imperceptible, mais répété des milliers de fois. La dent coupe la peau. C'est une blessure superficielle, à peine plus qu'une égratignure. Sigurd n'y prête même pas attention. Il a survécu à des blessures bien plus graves au cours de sa carrière. Des flèches qui ont transpercé son épaule. Des coups d'épée qui ont fendu son casque. Une fois, une lance a traversé sa cuisse de part en part. Comparé à ça, une petite égratignure au mollet n'est rien. Mais cette égratignure n'est pas ordinaire. La bouche d'un cadavre est un environnement incroyablement sale. Des bactéries, des germes, des infections de toutes sortes s'y développent rapidement. Et Maelbricht n'a pas eu une mort propre. Il est mort en crachant du sang, la bouche pleine de poussière et de terre. Sa tête a traîné sur le champ de bataille avant d'être attachée à la selle. Le groupe continue sa route. Il s'arrête pour la nuit dans une ferme viking. Les guerriers mangent, boivent, célèbrent leur victoire. Sigurd participe aux festivités, buvant plus que de raison, racontant la bataille, exagérant légèrement son propre courage comme tout bon chef sait le faire. Cette nuit-là, Sigurd sent une douleur lancinante dans sa jambe. C'est plus qu'une simple irritation maintenant. Ça brûle, ça pulse. Il regarde sa jambe à la lumière du feu et voit que la zone autour de l'égratignure est rouge et gonflée. Il nettoie la plaie avec de l'eau et de l'alcool, applique une compresse, puis se rendort en pensant que ça ira mieux le lendemain. Mais ça ne va pas mieux. Le lendemain matin, la jambe de Sigurd est encore plus enflée. La peau autour de la blessure est chaude au toucher, tendue, d'un rouge vif qui vire au violet. Ses compagnons s'inquiètent. Ils connaissent ces signes. C'est une infection, et les infections peuvent tuer aussi sûrement qu'une épée. Sigurd refuse de montrer sa faiblesse. Il monte à cheval malgré la douleur et continue le voyage. Mais chaque heure qui passe, la situation empire. La fièvre commence. Sigurd transpire abondamment, même dans le froid du nord de l'Écosse. Il a des frissons incontrôlables. Sa vision se brouille par moments. Les guérisseurs vikings tentent tout ce qu'ils connaissent. Ils appliquent des cataplasmes d'herbe. Ils récitent des incantations pour chasser les mauvais esprits. Ils sacrifient un poulet aux dieux, demandant la guérison de leur jarle. Rien n'y fait. L'infection se propage, remontant dans la jambe, empoisonnant le sang de Sigurd. Le 3e jour après la bataille, Sigurd peut à peine tenir debout. La jambe est monstrueusement enflée, presque 2 fois sa taille normale. Des lignes rouges remontent jusqu'à l'aine, signe que le poison se répand dans tout le corps. Sigurd délire, parle aux dieux, revoit des batailles anciennes, appelle son frère Rognvald. Les guerriers réalisent que leur chef va mourir. C'est inconcevable. Sigurd le Puissant, vainqueur de dizaines de batailles, conquérant du nord de l'Écosse, va être tué par une égratignure d'une dent de mort. L'ironie est cruelle, presque comique si elle n'était pas si tragique.
Certains Vikings murmurent que c'est la vengeance de Maelbricht. Le Mormaer Scott a trouvé un moyen de tuer son ennemi, même après sa propre mort. C'est une malédiction, disent-ils. Sigurd a été tué par la tête même qu'il exhibait comme trophée. Les dieux Scots se sont vengés de l'homme qui a violé les règles de l'honneur en amenant 80 guerriers à un combat convenu pour 40. D'autres pensent que c'est simplement la malchance. Les infections arrivent. Beaucoup de guerriers survivent à des blessures terribles au combat pour mourir ensuite d'infections insignifiantes. C'est le risque du métier. Les dieux décident qui vit et qui meurt, et personne ne peut prédire leur volonté. Le 4e jour après la bataille, Sigurd Eysteinsson, jarl des Orcades et des Shetland, conquérant du Caithness et du Sutherland, l'homme qu'on appelait Sigurd le Puissant, meurt dans d'atroces souffrances. Ces derniers mots, selon certains récits, sont pour maudire Maelbricht. Selon d'autres, il demande pardon aux dieux pour sa trahison. Son corps est transporté jusqu'à la rivière Oikel, ironiquement pas très loin de l'endroit où il a vaincu Maelbricht. Ces guerriers construisent un grand tumulus, un monticule de terre et de pierre selon la tradition nordique. Ils placent Sigurd dans une barque avec ses armes, son armure, des provisions pour le voyage vers l'au-delà. Puis ils recouvrent tout de terre. L'endroit s'appellera Sigurd's How, le tertre de Sigurd. C'est un marqueur à la limite entre les terres contrôlées par les Vikings et celles des Scots. Un rappel permanent du prix de l'ambition et de la trahison. La mort de Sigurd provoque un chaos immédiat aux Orcades. Son fils Guttorm prend le pouvoir, mais ce jeune homme inexpérimenté n'a ni le charisme ni les talents militaires de son père. Les ennemis flairent la faiblesse. Guttorm meurt quelques mois plus tard, soit de maladie, soit assassiné. Cette disparition rapide déclenche une crise de succession catastrophique. Rognvald, le frère de Sigurd resté en Norvège, tente de stabiliser la situation en nommant son fils Halad comme nouveau jarl. Halad arrive plein d'ambition, rêvant d'égaler son oncle légendaire. Mais les Vikings rebelles qui avaient fui Harald à la belle chevelure refusent catégoriquement d'obéir à ce nouveau chef imposé depuis la Norvège. Ils organisent des raids, brûlent les fermes de Halad, massacrent ses partisans. Incapable de contenir la révolte, humilié et découragé, Halad abandonne son poste après seulement 1 an. Il retourne en Norvège déshonoré, considéré comme un lâche par tous. Face à ce désastre, Rognvald cherche désespérément un successeur. Ses autres fils refusent le poste devenu trop dangereux. C'est finalement Einar qui accepte, le plus jeune fils de Rognvald, né d'une esclave. Einar est laid, bossu, borgne. Personne ne mise sur lui. Pourtant, il possède une intelligence remarquable et une volonté de fer. Au lieu d'utiliser la force brute, il manipule les factions rivales, les monte les unes contre les autres, élimine ses ennemis par la ruse. En quelques années, il reprend le contrôle total des îles. On l'appellera Torf Einar, pour avoir appris aux Orcadiens à extraire la tourbe, technique essentielle dans ces îles sans arbres. Il gouvernera pendant des décennies et fondera une dynastie durable. Contre toute attente, les conquêtes écossaises de Sigurd survivent au chaos. Le Caithness et le Sutherland restent sous influence viking. Sigurd avait bâti plus qu'un empire personnel. Il avait établi des colonies permanentes, des fermes, des villages. Il avait encouragé les mariages mixtes entre vikings et pictes, créant une classe dirigeante hybride ayant intérêt au maintien de l'ordre établi. Cette fusion culturelle permet au territoire de résister. L'influence norvégienne dans le nord de l'Écosse durera jusqu'au XIIIe siècle. La culture nordique imprègne ces régions si profondément qu'aujourd'hui encore, 1000 ans plus tard, on trouve des traces linguistiques et culturelles de cette période. Les descendants de Sigurd continueront à jouer un rôle majeur dans l'histoire écossaise pendant des siècles. Certains étendront leur pouvoir jusqu'en Irlande, d'autres participeront aux guerres entre rois scots. L'histoire de Sigurd et Maelbricht devient légendaire, racontée et embellie de génération en génération. La saga des Orcadiens, rédigée au XIIIe siècle en Islande, préserve tous les détails macabres. Cette histoire résonne parce qu'elle touche des thèmes universels. L'orgueil démesuré avant la chute, la vengeance qui dépasse la mort, l'ironie du destin se moquant des plans humains. Sigurd a triché pour gagner,
et cette tricherie l'a placé dans la position exacte pour recevoir sa blessure mortelle. Certains y voient une leçon morale sur la punition divine de ceux qui violent l'honneur. D'autres y lisent simplement un rappel de la fragilité humaine. Le plus grand guerrier peut être abattu par la plus petite des choses. Les historiens modernes parlent de septicémie, d'infection bactérienne, d'absence d'antibiotiques, mais le fait demeure. Maelbricht a tué son ennemi 3 jours après sa propre mort. C'est l'une des morts les plus bizarres de toute l'histoire viking. Cette histoire enseigne plusieurs vérités fondamentales. D'abord, la guerre n'est jamais propre ni honorable. Sigurd a triché parce qu'il voulait gagner, comportement acceptable dans sa culture où la ruse valait autant que le courage. Ensuite, elle illustre la fragilité des empires personnels. 20 ans de conquête s'effondrent en quelques mois sans successeur compétent. Alexandre, Gengis Khan, Charlemagne ont tous connu ce problème. L'histoire montre aussi l'importance mortelle des infections avant les antibiotiques. Jusqu'au XXe siècle, les infections tuaient plus de guerriers que les combats. Une égratignure pouvait devenir fatale. Elle démontre également comment les cultures fusionnent, même en guerre. Les Vikings en Écosse ne se contentèrent pas de conquérir. Ils s'intégraient, se mariaient, créaient des sociétés hybrides. Enfin, elle rappelle que les récits historiques mêlent mythe et réalité. La saga des Orcadiens fut écrite 3 siècles après les faits. Certains détails sont vérifiables, d'autres impossibles à confirmer. Mais l'essence reste vraie. Sigurd a existé, gouverné, conquis et est mort d'infection après une bataille. Ce qui rend l'histoire crédible, c'est justement son caractère anticonventionnel. Personne n'inventerait une mort aussi embarrassante pour un héros. L'histoire fut transmise oralement pendant des générations dans les grandes salles des Orcades. Les bardes l'enrichissaient de dialogues dramatiques, de leçons morales ambiguës. Pour les Vikings, c'était l'histoire d'un chef rusé puni par le destin. Pour les Scots, Maelbricht devenait un héros martyr dont la dent magique avait vengé sa mort. Ces 2 versions contradictoires coexistaient, chaque culture réinterprétant les événements selon ses valeurs. Au XIXe siècle, l'intérêt pour l'histoire viking ramena Sigurd sous les projecteurs. La saga fut traduite, des artistes peignirent la bataille, des poètes célébrèrent cette mort ironique. Aujourd'hui, elle reste l'une des anecdotes les plus célèbres de l'ère viking, fascinant toujours par son mélange de violence, trahison, vengeance et ironie du destin. L'histoire de Sigurd nous ramène à une époque brutale où la vie était précaire. Même les plus puissants tombaient pour des causes triviales. Les Vikings croyaient que les Nornes tissaient le fil de chaque destinée. Quand votre temps venait, rien ne pouvait vous sauver. Sigurd a probablement accepté sa mort avec ce fatalisme. Il avait vécu en guerrier, conquis des terres, gagné la gloire. L'ironie noire de cette mort ravissait les Vikings. Le grand conquérant tué par un bout d'os dans une bouche morte. C'est le genre d'histoire qu'il racontait en riant autour du feu, admirant la cruauté du destin. Aujourd'hui, le tumulus de Sigurd a disparu, sa forteresse est en ruine, ses descendants directs, introuvables. Mais son histoire survit, et dans une culture valorisant la gloire posthume plus que tout, c'est la seule immortalité qui compte. Sigurd voulait être rappelé. Mission accomplie. Chaque fois que quelqu'un raconte l'histoire du Viking tué par une tête coupée, Sigurd revit. Sa légende enseigne que l'histoire est plus étrange que la fiction, que la vie humaine est fragile, que nos actions ont des conséquences inattendues, et que parfois nos ennemis nous atteignent même après leur mort. Dans les vents des Orcades, dans les vagues du Caithness, dans les landes où ils combattirent, Sigurd et Maelbricht résonnent encore. 2 guerriers ennemis liés pour l'éternité par une mort inoubliable.